bonjour mesdames et messieurs. Alors dans les minutes qui me sont accordées, ce que je vous propose, c'est de faire un début de chemin ensemble avec une baguette magique à la main, puisque ce qui nous a été demandé, c'est comment améliorer le droit et son application, donc avec une baguette magique à la main, pour faire les premiers pas d'une procédure pénale à peu près idéale, suite à une plainte d'une victime fictive qu'on pourrait appeler Élodie par exemple. Donc, Élodie se rend au commissariat parce qu'elle a été victime d'un viol. Elle se rend au commissariat parce qu'elle a, depuis des années, depuis qu'elle est en âge de comprendre, entendu des campagnes de communication gouvernementale l'enjoignant à aller porter plainte, des messages qui diraient « si vous portez plainte, nous vous écouterons avec bienveillance et avec compétence ». Et une réponse pénale, une réponse vous sera apportée. Elle n'aura pas entendu, comme j'ai entendu ce matin dans le flash de 6h sur France Inter, dans la bouche du président d'une association d'aide aux enfants victimes de violences, vous devez aller porter plainte pour que ça s'arrête, parce que vous sentez bien que ce n'est pas exactement la même chose. Dans cette deuxième phrase, on fait porter la responsabilité aux victimes de faire que ça s'arrête pour elles-mêmes, mais aussi pour les autres, ce qui est évidemment la meilleure des choses à faire pour ne pas qu'elles aillent porter plainte. Ensuite, au cours de son dépôt de plainte, d'un coup elle ne se souviendrait plus, elle aurait un trou de mémoire, et là le policier lui dirait « mais ne vous inquiétez pas madame, ce n'est pas parce que vous ne vous souvenez plus que je ne vous crois pas. J'ai fait une formation la semaine dernière avec l'association Mémoire traumatique et victimologie. Au contraire, c'est un indice des violences que vous avez vécues. C'est votre mémoire traumatique qui vous joue des tours, etc. etc. » Et d'ailleurs, je vais aussi vous donner les coordonnées d'une association féministe, parce que vous savez, c'est le mouvement féministe qui permet qu'on parle de tout ça aujourd'hui. Donc d'une association féministe qui est très bien dotée en termes de subventions de l'État et qui va pouvoir vous proposer un suivi, un accompagnement, puis aussi donner du sens à tout ce que vous avez vécu, qui va vous parler de système patriarcal, de domination masculine, de violence faites aux femmes, qui va vous permettre de rencontrer éventuellement d'autres victimes, et vous allez voir, ça ira beaucoup mieux ensuite. Au cours de son dépôt de plainte, elle fait mention d'un viol dont elle avait déjà été victime 25 ans auparavant, elle était jeune adulte. Donc voilà, elle en parle pour expliquer que ce viol pour lequel elle vient porter plainte est d'autant plus difficile que ce n'est pas la première fois, et qu'elle sent que son agresseur a bien senti un talon d'Achille en elle, et que c'est peut-être pour ça qu'elle a été victime. Et là, le policier l'arrête tout de suite en lui disant « mais pourquoi ne déposeriez-vous pas plainte pour ce viol commis il y a 25 ans ?» Et là, elle dit « mais ah bon ? Mais parce que c'est possible ?» Mais il lui dit « mais bien sûr, madame, dans un pays civilisé, les crimes de viol sont évidemment imprescriptibles. » Il lui explique que le temps ne peut pas être une ardoise magique, juridique, pour les violeurs. Et puis ensuite, il y aurait une superbe enquête. Le dossier serait confié à un magistrat instructeur sensibilisé aux questions. Ça pourrait être un clone de mon voisin, par exemple, etc., etc., jusqu'à une mise en accusation à la cour d'assises, une condamnation, une indemnisation, etc. Mais, donc vous voyez bien que tout ça, c'est un peu de la science-fiction encore aujourd'hui, et que d'ailleurs ça n'a pas vraiment de sens, parce que si j'avais vraiment une baguette magique, j'aurais éliminé le viol au départ. Aujourd'hui, donc pour prendre un exemple qui va tous et toutes vous parler, qui n'est pas puisé dans une des procédures qui sont suivies par la VFT, aujourd'hui, ce à quoi on assiste, c'est plutôt un Dominique Strauss-Kahn dans l'affaire du Carlton, qui est renvoyé devant le tribunal correctionnel pour proxénétisme et qui n'est pas renvoyé devant la cour d'assises pour viol, alors que quand on lit l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel de l'affaire du Carlton, les viols dénoncés par les prostituées étaient déjà dénoncés tout au long de l'instruction, et qu'ils ne sont pas sortis au moment des débats en séance publique devant le tribunal correctionnel de Lille. Ce qu'on voit, c'est aussi un procureur dans son réquisitoire qui se désole et qui quasiment présente ses excuses aux mises en cause parce qu'on aurait déballé l'intimité de sa vie privée, mais c'est aussi un président
quand il interroge les plaignantes, les victimes, les prostituées à la barre, leur fait bien répéter « mais vous étiez quand même consentante, n'est-ce pas ?» Donc voilà, quasiment leur souffler la réponse. Donc voilà, ça c'est plutôt la réalité d'aujourd'hui. Donc comment améliorer le droit et son application? Donc je vais essayer de faire une synthèse un peu de ce qui a déjà été dit en quelques points. Abroger la prescription des violences sexuelles, que ce soit pour les mineurs et les majeurs, interdire la correctionnalisation des viols, sous réserve et en même temps améliorer le fonctionnement de la cour d'assises, parce que pour certains types de viols, il est quasiment impossible de faire comprendre à des jurés, à un jury populaire, ce que c'est l'emprise, ce que c'est les syndromes dissociatifs, etc. Quand on a 2 jours de procès, comme ça nous est arrivé encore récemment, 183 auditions qui n'ont pas pu être portées à la connaissance des jurés et un acquittement au bout du compte. Il faut également réduire considérablement la durée des procédures, augmenter le niveau de prise en charge à l'aide juridictionnelle. Savez-vous que l'aide juridictionnelle pour défendre les accusés est 3 ou 4 fois supérieure, plus intéressante financièrement que l'aide juridictionnelle pour défendre les victimes devant la cour d'assises? Alors on ne transformera pas d'un coup d'un seul les magistrats en militants féministes, mais néanmoins on peut quand même essayer de sauver les meubles en attendant d'eux une application rigoureuse des règles déjà existantes. Pour parler d'un sujet qui nous travaille quotidiennement à la VFT, c'est la question de la juste qualification des infractions que les femmes dénoncent. Quand le parquet a mal qualifié des faits, comme c'est encore le cas dans une de nos procédures, où madame a dénoncé des faits qui sont renvoyés devant le tribunal correctionnel pour harcèlement sexuel, les faits, c'est monsieur, le supérieur hiérarchique, s'allonge en érection sur sa subordonnée et fait pendant 5 minutes des mouvements de va-et-vient sur elle. Quand on arrive devant le tribunal correctionnel et qu'on parle, qu'on invoque nous en tant qu'association, association partie civile dans la procédure, ce qu'on appelle le principe de saisine in rem des juridictions, c'est-à-dire que les magistrats ne sont pas tenus par une qualification, mais par les faits, ils ont l'obligation de les requalifier, et que là, quand même, manifestement, ce n'est pas du harcèlement sexuel que madame dénonce, mais bien une agression sexuelle, qu'on ne nous réponde pas que ça n'est pas possible, ou qu'on n'a jamais entendu parler de cette règle. Pour la petite histoire, ou pour la grande histoire, j'espère, c'est encore un de ces dysfonctionnements qui nous conduit actuellement à saisir la Cour européenne des droits de l'homme pour faire condamner la France. Encore un point pour améliorer le droit et son application, faire le ménage dans les experts judiciaires. Je l'ai déjà dit il y a 2 ans, lors du dernier colloque de mémoire traumatique et victimologie. Mes collègues qui sont peut-être encore présents dans la salle travaillent d'arrache-pied sur cette question-là. Pour améliorer l'application du droit, il faut aussi faire monter en compétence le barreau, puisque presque tout passe par un avocat à un moment ou à un autre. Il faut que les avocats de partie civile se rendent bien compte qu'être avocat de partie civile, c'est aussi étrange que cela puisse paraître, être un avocat de la défense. Je sais que ça irrite beaucoup le barreau pénal, c'est-à-dire le barreau des vrais avocats, c'est-à-dire ceux qui défendent les méchants, de dire ça, mais être un avocat de victime, une avocate de victime, c'est aussi défendre, puisque la victime devient immédiatement l'accusée dès lors qu'elle parle de violence sexuelle et qu'il faut la défendre. Et dernier point, je crois qu'il n'a pas encore été abordé, c'est la question de l'indemnisation des victimes, qui est absolument essentielle. On l'oublie souvent, parce que je crois qu'on a un peu un problème avec ça en France, que la réparation, c'est-à-dire le fait d'obtenir de l'argent quand on est une victime de violence sexuelle en réparation de son préjudice, ça fait partie intégrante de la réponse judiciaire, et que le préjudice des victimes aujourd'hui en France n'est absolument pas réparé. On a une espèce de barème pour un viol, par exemple, c'est à peu près toujours les mêmes sommes, donc ça veut dire que ça ne répare pas la réalité d'un préjudice qui n'est pas examiné en fonction de ce qui s'est passé, du préjudice réel des victimes. Que quand on obtient, parce qu'on s'est énormément battu, 53 000 € devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions
c'est une décision qu'on vient d'obtenir pour une agression sexuelle aggravée, donc un médecin qui a agressé une jeune patiente qui avait moins de 15 ans. Le fonds de garantie fait appel en disant que c'est absolument scandaleux que la CIVI ait accordé autant d'argent pour une agression, somme toute. C'était quand même pas un viol. Donc il faut se battre jusqu'à ce stade-là. Il faut impérativement améliorer la jurisprudence de l'indemnisation des victimes. Donc ça passe aussi par le fait que les avocats rehaussent leurs demandes indemnitaires pour leurs clientes. Et qu'on arrête d'entendre, je ne vais pas demander beaucoup pour ma cliente parce que comme ça, sa crédibilité ne sera pas entachée par les dommages et intérêts qu'elle demande. Voire je vais demander 1 euro de dommages et intérêts, comme ça on ne va pas pouvoir m'accuser de faire ça pour l'argent. Je pense que c'est vraiment important de dire au contraire, c'est parce qu'elle a été victime que je demande beaucoup d'argent. Voilà, en très rapidement, ce qui pourrait déjà être amélioré. Mais jusque-là, je n'ai fait que répondre à la question qui m'était posée. Comment améliorer le droit existant au pas de course. Mais j'en ai pour 30 secondes pour conclure. La réalité, c'est que le droit, l'améliorer, ça ne suffit pas. Il faut le refaire intégralement pour ce qui concerne les droits des victimes de violences sexuelles. Parce que, évidemment, une société patriarcale produit un droit patriarcal qui n'a jusque-là pas été conçu pour lutter contre les violences sexuelles, mais pour limiter celles qui sont le plus visibles. Donc il faut le refaire. Donc avec 2 de mes collègues, donc Sophie Péchaud et Laure Ignace, depuis 2 ans, depuis 2 ans et demi, nous travaillons en toute modestie à refaire le code pénal et le code de procédure pénale. Donc nous avons commencé à réécrire ce qui pourrait ressembler à un chapitre dans le code pénal sur les violences sexuelles qui, par exemple, entre autres exemples, ferait du fait de payer pour un rapport sexuel une condition exclusive du consentement. Voilà, je vous laisse méditer sur ce point. Nous allons nous attaquer à la procédure pénale et peut-être rendez-vous dans un prochain colloque pour vous présenter le fruit de nos travaux.